Bonjour mes élèves de 3e, nous voici ensemble pour aborder la suite de notre cours sur les micro-organismes. Comme d'habitude, nous avons besoin de mon site internet, donc nous allons sur madameducerf.fr. C'est parti. Lorsqu'on est sur madameducerf.fr, on va pouvoir cliquer sur cours 3e et nous sommes bien sûr dans le dernier thème, le thème 3. Cours 3e, thème 3. Une fois dans le thème 3, nous restons dans le parcours 1. La dernière fois, ensemble, nous avons abordé du vocabulaire et nous avons découvert ce qu'étaient des micro-organismes, des êtres vivants invisibles à l'œil nu et seulement visibles au microscope. Nous avons défini que la plupart des micro-organismes étaient inoffensifs pour notre santé, tandis que certains étaient responsables de maladies. C'est ce qu'on appelle les micro-organismes pathogènes. À présent, dans la suite de notre cours, ceux qui vont nous intéresser justement, c'est ceux qui risquent d'entraîner des maladies. Donc, c'est ces fameux micro-organismes pathogènes. Nous allons aujourd'hui aborder le grand B. Il s'intitule « Les micro-organismes et l'infection ». Pour étudier ce grand B, donc le grand B, d'abord, il va falloir le noter en haut d'une nouvelle double page, à droite. Et pour aller avec ce grand B, il y a une activité. Donc, lorsque vous allez cliquer ici, hop, elle va apparaître en lien. Bien évidemment, je vous la mettrai aussi en version PDF sur Pronote. Donc, voici notre activité. Thème 3, numéro 2, décrire et interpréter un graphique concernant l'infection. Dans les nouvelles activités qui vont suivre, on va vraiment essayer d'étudier des points particuliers de compétences. Donc là, on est sur l'analyse et l'interprétation d'un graphique, ce qui est très important et ce qui fait partie aussi des missions de 3e et du lycée. Donc pour faire cette activité, nous allons d'abord faire un petit rappel. On a dit qu'on allait s'intéresser plus particulièrement aux organismes pathogènes, aux micro-organismes pathogènes, c'est-à-dire ceux qui entraînent une maladie. Il faut savoir qu'un micro-organisme est présent dans tout l'environnement. Il y en a dans l'eau, il y en a dans l'air, il y en a sur tous les supports, sur mon bureau, sur ma peau. Il y a des micro-organismes de partout. Ces micro-organismes, même s'ils sont pathogènes, du moment où ils sont à l'extérieur de notre organisme, ils ne peuvent pas entraîner d'infection. Il va falloir donc, dans un premier temps, qu'ils pénètrent à l'intérieur de notre organisme, c'est-à-dire qu'ils entrent dans ce qu'on appelle notre milieu intérieur. Du moment où ils sont entrés, on appelle ça la contamination. Nous sommes contaminés. Mais ce n'est pas aussi évident que ça d'entrer dans notre milieu intérieur parce que, et heureusement, notre corps possède des barrières de défense. Ces barrières, il s'agit de barrières naturelles, ça va être tout d'abord notre peau. Un micro-organisme ne peut pas franchir facilement notre peau qui est imperméable à eux. Elle est structurée de façon à ne pas les laisser passer. Malheureusement, il arrive parfois que nous nous blessions et suite à une plaie, c'est-à-dire une ouverture de la peau, là, des micro-organismes vont pouvoir entrer dans notre milieu intérieur, c'est-à-dire ils vont pouvoir entrer dans notre sang ou entrer au niveau de nos cellules, de nos tissus, nos muscles, nos organes, etc. Donc là, on va être contaminé. Il existe aussi comme autre barrière ce qui tapisse l'intérieur de nos cavités, comme par exemple l'intérieur de ma bouche. Vous avez dû remarquer que vous avez un tissu qui n'est pas exactement comme la peau qui recouvre l'extérieur de votre corps. C'est ce qu'on appelle des muqueuses. Donc à l'intérieur de votre bouche, vous avez une muqueuse. À l'intérieur de votre œsophage, vous avez une muqueuse qui tapisse tout le tour. À l'intérieur de vos voies digestives, à l'intérieur de vos voies respiratoires, à l'intérieur de vos voies sexuelles, tout ce qui recouvre et tapisse vos cavités, c'est ce qu'on appelle des muqueuses. Là aussi, les muqueuses ne peuvent pas être franchies facilement par les micro-organismes. Mais il arrive parfois que vous ayez des micro-blessures, par exemple une petite plaie à l'intérieur de la bouche, et là, ça va permettre l'entrée des micro-organismes. Vous avez aussi des barrières chimiques pour vous protéger. Ces barrières chimiques, ce sont bien sûr vos larmes, ce sont ce qu'on appelle aussi le mucus nasal.
ce qui coule de votre nez, c'est aussi votre salive, votre sueur. Vous avez aussi des sucs gastriques à l'intérieur de votre estomac qui protègent vos voies digestives et vous avez aussi des sécrétions sexuelles comme les sécrétions vaginales chez les filles ou les sécrétions péniennes chez les hommes qui sont aussi avec des pH acides pour pouvoir détruire les micro-organismes. Donc, normalement, vous êtes bien armé pour que les micro-organismes ne pénètrent pas à l'intérieur de votre corps. Mais parfois, ça peut arriver. Donc, lorsque un micro-organisme rentre, traverse une muqueuse, traverse votre peau, eh bien, c'est l'étape de contamination. Vous êtes contaminé. À cette étape-là, pour l'instant, vous ne présentez aucun symptôme. Le micro-organisme est rentré dans votre corps, mais c'est tout. Vous n'êtes pas encore infecté. Donc, nous allons essayer de découvrir qu'est-ce que l'infection. Pour cela, je reviens donc à notre activité. Cette activité, je vais vous la mettre en version grand écran. Ce que l'on sait, un grelottement, des éternuements, une toux, le nez qui coule, ce sont des symptômes bien connus d'une infection. Ce que l'on cherche à résoudre, comment les micro-organismes peuvent-ils entraîner une infection? Consigne. Décrire les graphiques 4, page 409. Il s'agit de préciser le sens des variations d'une grandeur. On va donc parler d'exactitude en s'appuyant sur toutes les données chiffrées nécessaires. On va donc parler de précision. Donc, je vous demande une description exacte et précise des graphiques 4, page 409. Ce que je vous propose, c'est à nouveau de mettre pause, d'essayer de le faire tout seul, c'est-à-dire d'essayer tout seul de décrire avec précision et avec exactitude les deux graphiques, page 409. Une fois que vous aurez tenté de faire votre analyse, votre description, eh bien, dans ce cas-là, vous pourrez à nouveau mettre play. C'est parti, de mon côté, je vais vous montrer ma description. Donc voici les graphiques. Je les ai remis ici pour plus de facilité d'analyse. Lorsqu'on fait une description, on doit toujours montrer qu'on est dans la description par des petits mots tels que j'observe. J'observe, je vois, je constate. Tout ça, ça montre que nous sommes dans la description. Donc, qu'est-ce que j'observe? J'ai commencé par le premier graphique. Il n'y a pas d'ordre, on a le droit de commencer par celui qu'on veut. Donc, lorsqu'on mène une description, il faut forcément que cette description soit chiffrée s'il s'agit d'un graphique. C'est-à-dire qu'il va falloir utiliser les chiffres qu'on observe sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées et pouvoir donc comme ça avoir avec précision les données et le sens de l'évolution de la courbe. Donc moi, j'ai écrit, j'observe sur le graphique, et bien sûr je précise lequel, donc du nombre de virus au cours du temps, c'est celui-ci, nombre de virus au cours du temps. Je peux dire aussi le nombre de virus en fonction du temps. J'observe sur ce graphique que le nombre de virus est de l'ordre de quelques unités. On vient juste d'être contaminé, donc ça veut dire qu'il y a quelques centaines, quelques milliers de virus qui ont dû entrer au niveau de la plaie. On imagine que c'est suite à une plaie. Donc, quelques unités. Alors, on ne nous dit pas si on est en grammes, en millilitres, en je ne sais quelle unité. On nous dit que ce sont des unités arbitraires. Ça veut dire qu'on ne nous précise pas. C'est pour ça que je n'ai pas précisé de mon côté. Donc, quelques unités. Au début de l'infection, c'est-à-dire jour 0, j'ai mis en gras les éléments chiffrés pour que vous voyez bien que mon analyse est chiffrée. Je donne donc une précision sur le nombre de virus et sur les jours concernés. Donc quelques unités au jour 0. Puis, donc c'est ici, puis j'observe qu'il est multiplié le chiffre par 10 en moins d'une journée, puisqu'on voit qu'ici, on a atteint ici, on a multiplié le chiffre initial par 10 en moins d'une journée et plus de 10 000 au bout de 5 jours. C'est-à-dire que mon graphique ne cesse d'augmenter, c'est-à-dire le nombre de virus ne cesse d'augmenter au cours des 5 jours. Et j'atteins bien sûr un nombre supérieur à 10 000. Alors je ne connais pas avec précision ce nombre puisqu'il est entre 10 000 et 100 000. C'est pour ça que j'ai simplement précisé qu'il était au-dessus de 10 000. Ensuite, on voit que ce chiffre stagne entre 10 000 et 100 000
on va dire autour de 10 000, entre le 5e et le 7e jour. Le chiffre stagne parce que le nombre de virus a dû atteindre un pic, c'est-à-dire il s'est multiplié au maximum au sein de l'organisme et à mon avis au bout de 7 jours, nos défenses immunitaires, mais on en parlera un petit peu plus tard, se sont mis en route pour le combattre, donc on va dire qu'il ne peut pas se multiplier au-dessus de ce chiffre-là et même au bout de quelques jours, à mon avis, ce chiffre devrait descendre puisque notre organisme devrait combattre ces virus. Ça, c'est pour le nombre de virus. Maintenant, je peux regarder le deuxième graphique. Le deuxième graphique concerne cette fois-ci l'intensité des symptômes au cours du temps ou en fonction du temps, puisque sur l'axe des abscisses, nous avons les jours et sur l'axe des ordonnées, l'intensité des symptômes. J'observe que je suis dans la description, donc je vois, je constate sur le graphique de l'intensité des symptômes au cours du temps que l'intensité des symptômes est nulle au départ, c'est-à-dire au jour 0. C'est normal, je viens juste d'être contaminée, donc au départ j'étais en bonne santé, j'avais aucun symptôme de maladie. Puis ensuite, on voit que l'intensité des symptômes a été multipliée par 2 au bout d'un jour. Et on voit même que cette intensité elle a été multipliée par 6 au bout de 5 jours. Après 5 jours, à nouveau, on voit que l'intensité des symptômes stagne entre 6 et 7 unités arbitraires. Ça, c'est ce que j'appelle une description. C'est-à-dire que j'ai donné les chiffres qui correspondent aux abscisses et aux ordonnées de mes deux courbes. Je passe donc au petit 2. Au petit 2, on vous demande cette fois-ci d'analyser les graphiques. Je les ai décrits, maintenant je vais les analyser. Qu'est-ce que ça veut dire analyser un graphique? Analyser un graphique, ça veut dire que je vais organiser les informations que j'ai observées précédemment pour pouvoir les utiliser. Ça veut dire que je vais les mettre en relation, je vais leur donner du sens, je vais créer des liens. Là, je vais faire preuve de ce qu'on appelle de pertinence, c'est-à-dire qu'il va y avoir une cohérence, ça va vouloir dire quelque chose, ce que je vois. Ce n'est pas du hasard. Ce que je vois, ça a vraiment un sens. Et je vais le mettre en évidence, ce sens. Donc, voici mon analyse. Cette fois-ci, pour montrer que je suis dans l'analyse, j'utilise un petit groupe de mots qui va le prouver. Je constate que. Qu'est-ce que je constate sur mon graphique? Eh bien, je constate que le graphique du nombre de virus au cours du temps et que le graphique de l'intensité des symptômes au cours du temps évolue de la même façon. Les deux augmentent de la même façon jusqu'au 5e jour et on voit qu'à partir du 5e jour, pour les deux, il y a une petite stagnation. Cela signifie, si deux graphiques évoluent ensemble en même temps, ça veut forcément dire, enfin, il y a de grandes chances que ces deux graphiques aient un lien entre eux. Donc cela signifie qu'ils ont un lien, les symptômes de la maladie deviennent plus intenses car le nombre de virus dans le corps augmente. Je montre bien le lien en mettant le petit mot ici de conséquence. Maintenant, je vais pouvoir passer à ma conclusion. Donc, j'ai montré au fur et à mesure au fur et à mesure du temps, que le nombre de virus dans le corps allait se multiplier et que l'intensité des symptômes allait, par conséquence, croître. Lorsqu'on conclut sur les informations apportées par les graphiques, on va cette fois-ci faire une phrase qui a un lien avec l'analyse des graphiques et qui répond au problème de départ, c'est-à-dire qui va être cohérent, qui va avoir du sens. Le problème de départ, c'était comment les micro-organismes peuvent-ils entraîner une infection? Cette infection qui est caractérisée par des symptômes. Eh bien, ma conclusion, c'est... Alors, je n'oublie pas de mettre, bien sûr, un petit groupe de mots qui montre que je suis dans une conclusion. Donc, moi, mon groupe de mots, c'est « j'en déduis que », ou ma conclusion est la suivante. Lorsqu'un micro-organisme nous contamine, c'est-à-dire lorsqu'un micro-organisme a franchi nos barrières naturelles,
Il va ensuite, qu'est-ce qu'il fait? C'est ce qu'on a vu là dans l'exemple d'un virus, mais ça pourrait être pareil pour un champignon pathogène ou pour une bactérie pathogène. Il va ensuite se reproduire, c'est-à-dire qu'il se multiplie dans notre milieu intérieur. Donc dans notre sang par exemple, ou dans le cas d'un virus, dans nos cellules. C'est donc, conséquence, cette prolifération qui est responsable de l'infection et qui fait que les symptômes apparaissent. Donc finalement, quand nous sommes infectés, c'est l'infection qui se traduit par des symptômes, qui se traduit par des douleurs, par de la fièvre, par le dégonflement des ganglions. Tout ça, c'est lié tout simplement à la prolifération de micro-organismes à l'intérieur de notre corps. Une fois que les micro-organismes nous ont contaminés, ils ne s'arrêtent pas là. Ils vont passer à une étape de reproduction, c'est-à-dire qu'ils vont se multiplier, se multiplier, se multiplier, se multiplier et envahir notre milieu intérieur, envahir notre sang, envahir nos organes. Et c'est cette étape-là qui va entraîner les symptômes que nous allons ressentir, la fièvre et les douleurs. Sachant que la fièvre, en réalité, c'est une réaction de défense de notre corps, puisque lorsque nous augmentons notre température pour atteindre, par exemple, les 38 ou 39 degrés, c'est tout simplement pour mettre les micro-organismes dans des conditions qui leur sont défavorables. C'est notre cerveau qui va régler notre température interne. Donc quand nous sommes en bonne santé, c'est que notre cerveau règle notre température interne autour de 37-38 degrés. C'est une température qui convient à tous nos organes. En revanche, lorsque nous sommes infectés et que notre organisme le sait, notre cerveau va faire exprès, entre guillemets, d'augmenter sa température afin de défavoriser les micro-organismes qui ne sont pas bien à des températures de 39-40 degrés. Donc la fièvre est un moyen de défense. Ceci étant dit, il faut faire attention parce que si cette fièvre perdure, eh bien, nos organes les plus sensibles, comme notamment notre cerveau, peut être endommagé. C'est pour ça que souvent, nous allons prendre des médicaments qui font baisser la fièvre, comme par exemple des Doliprane, des Efferalgan, des aspirines. Ces comprimés servent à faire diminuer la fièvre. Bien que ça soit un moyen de défense, il ne faut pas que notre cerveau reste à des températures trop élevées trop longtemps. Je viens de terminer l'analyse d'une courbe. Grâce à cette analyse, j'ai pu mettre en évidence qu'une infection était liée à la prolifération de micro-organismes. Je peux enfin m'auto-évaluer. Donc, je m'auto-évalue sur la compétence 11, interpréter un graphique. Pour cela, pour savoir si je l'ai réussi ou pas, cette compétence, je lis les indicateurs de réussite. J'ai fourni une description exacte et précise des deux graphiques. Ça veut dire que j'ai donné des chiffres, des grandeurs. Alors nous, ici, l'unité n'était pas précisée, mais par exemple, si ça avait été en grammes ou en millilitres, je n'oublie pas de mettre les unités. Et j'ai donné le sens de variation des courbes. J'ai bien montré qu'il y avait une augmentation du nombre de virus et une augmentation de l'intensité des symptômes. Mon analyse est pertinente, c'est-à-dire que j'ai organisé mes informations et je les ai mis en lien avec l'infection. Ma conclusion est cohérente, ça veut dire qu'elle se base sur mon analyse, donc j'ai utilisé mes observations précédentes et j'ai tout mis ça en lien avec mon problème qui était de savoir à quoi correspond l'infection. Si j'ai bien réussi tout cela, eh bien, je peux cocher mon petit bonhomme qui sourit. Si je n'y suis pas du tout parvenue, ben, c'est pas grave, je coche mon petit bonhomme qui grimace, mais ça veut dire qu'il va falloir que je me réentraîne à analyser des graphiques. Je vais pouvoir du coup passer à ma leçon. Ma leçon est la suivante. Donc je vais pouvoir l'écrire à droite sous mon grand B. Je vous propose de mettre pause pour pouvoir la recopier calmement. Sinon, je vous la lis assez rapidement de mon côté. Notre corps possède des barrières naturelles, la peau et les muqueuses, qui tapissent l'intérieur des organes comme la bouche. Lorsqu'un micro-organisme franchit ces barrières, il entre dans notre milieu intérieur, c'est-à-dire soit dans notre sang, soit dans nos organes. C'est ce qu'on appelle la contamination. Les micro-organismes vont alors se reproduire, c'est-à-dire qu'ils vont se multiplier et proliférer. Dans notre corps, c'est l'infection.
Il ne faut donc pas confondre la contamination et l'infection. La contamination, c'est juste le passage du micro-organisme du milieu extérieur au milieu intérieur. Et l'infection, c'est lorsque le micro-organisme prolifère à l'intérieur de notre corps, c'est-à-dire qu'il se multiplie. Les signes d'une infection sont la fièvre, les douleurs. On a toujours mal lorsqu'on est infecté. Il peut y avoir du pus, on n'en a pas parlé, mais on l'étudiera un petit peu plus tard. Le pus, je pense que vous voyez tout ce que c'est cette substance un peu blanchâtre, jaunâtre qu'on peut voir apparaître au niveau d'une plaie. Et le gonflement de ganglions lymphatiques. Les ganglions lymphatiques sont des... Alors, les ganglions lymphatiques, vous en avez un peu partout au niveau de votre corps. Et ces ganglions, vous ne vous en apercevez pas qu'ils sont présents lorsque vous êtes en bonne santé. Mais lorsque vous êtes infecté, ils vont gonfler et là, vous les ressentez. Vous pouvez les ressentir les palpant et vous pouvez aussi ressentir des douleurs au niveau de ces ganglions. Par exemple, si vous êtes infecté au niveau de la gorge, que vous avez une angine, c'est-à-dire que vous avez par exemple des bactéries qui sont en train de proliférer au niveau de votre muqueuse pharyngienne, et bien là, vous allez avoir les ganglions lymphatiques qui sont au niveau de votre cou qui vont gonfler. Donc, lorsque vous allez voir votre médecin, c'est la première chose qu'il va faire, il va vous palper au niveau du cou et sentir si vos ganglions ont gonflé ou pas. C'est le signe d'une infection. S'il sent vos ganglions, donc ça fait comme des petites boules qu'on sent dans le cou, jusque derrière les oreilles, eh bien c'est que vous avez une infection au niveau de la gorge. Si par exemple vous faites une grosse blessure au niveau de la main et que vous êtes infecté, par exemple vous allez le voir avec du pus qui va apparaître au niveau de la plaie, et bien là, vous allez avoir des ganglions situés au niveau de l'aisselle qui vont pouvoir gonfler. Donc sous l'aisselle, vous allez sentir, palper des petits organes sphériques qui vont gonfler, qui peuvent vous faire mal. Ce sont vos ganglions lymphatiques qui sont en train de gonfler. C'est normal, c'est le signe d'une infection. C'est à la fois mauvais signe et bon signe. C'est mauvais signe parce que ça veut dire que vous êtes infecté, mais c'est aussi bon signe parce que ça signifie que vos défenses immunitaires, vos moyens de défense pour lutter contre les micro-organismes qui vous ont envahi, eh bien, est en train de se mettre en place. Ces ganglions, je vais vous les montrer. On en a donc sous les aisselles, dans le cou, il y a des ganglions aussi sur le thorax et on en a même au niveau de l'aine. Ces ganglions sont un peu répartis donc dans tout le corps. Ils sont invisibles en temps normal et vont gonfler lors d'une infection selon l'endroit où on s'est blessé. Si on se blesse au niveau du pied, ce sont par exemple les ganglions de l'aine qui vont gonfler. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop compliqué. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur Pronote. Et sinon, je vous dis à bientôt. Au revoir mes élèves.